Merci Madame. Je voudrais me permettre avec humilité de citer le Deutéronome qui parle avant tout de la transmission. Et tu le enseigneras à ton fils, et ton fils l'enseignera à ton fils. D'où l'importance de la transmission pour aller dans votre sens, mais j'y trouve également, personnellement, l'importance de la cellule familiale. Et il y a quelque chose qui m'a frappée en hébreu. Il y a un paronomase, c'est-à-dire que vous avez le mot « enfant » en hébreu qui se dit « banim ». Et en hébreu, vous avez le mot « bonim » qui veut dire « bâtisseur ». D'où l'importance de transmettre à nos enfants et de continuer. Et je pense que je me permets de vous le dire et dire à quel point la cellule familiale, l'éducation est également importante. Oui, elle est essentielle, la cellule familiale. Surtout qu'il ne faut pas... aujourd'hui, ça va être dangereux de confier vraiment l'éducation de ses enfants à l'école, puisqu'on apprend beaucoup à désapprendre et beaucoup de bêtises de plus en plus. Donc, c'est d'autant plus important d'assurer la transmission et justement de ne pas larguer ses enfants dans la forêt technologique. Bonsoir. Alors moi, une petite question peut-être un petit peu personnelle. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur la transmission? Percevez-vous un danger aujourd'hui? Oui, absolument. C'est une question qui est montée, je dirais, au fur et à mesure des années avec le déploiement des réseaux sociaux, de l'importance que revêtent nos téléphones portables dans nos vies et cette transmission horizontale qui est en même temps une chance et en même temps un énorme danger. Et puis cette question de vouloir transmettre à mes enfants ce que moi j'ai reçu de mon père, ce qu'il a reçu de ses maîtres et de ses propres parents depuis des générations et des générations, et l'urgence en fait de trouver une réponse à ces questions essentielles. Que transmettre? Comment transmettre? C'est des questions personnelles puisque j'ai des enfants qui sont des adolescents et c'est une question qui m'est apparue, pas seulement personnelle, mais une question de toute la société. D'accord. Je clôturerai juste encore avec une toute petite question. Pensez-vous qu'aujourd'hui, on peut continuer de transmettre alors que beaucoup de principes de laïcité entrent dans la société et que, par exemple, tout à l'heure, vous disiez qu'on ne peut plus porter son étoile, sa kippa, tout ça, ça fait partie des petits principes de transmission. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut continuer quand même à transmettre? En fait, je pense qu'aujourd'hui, on peut continuer à transmettre, mais il faut être encore plus actif, comme au temps d'Ezra, quand il a vu que le judaïsme était en train de se perdre, comme au XIIe siècle, quand on a créé toutes ces yeshivot partout. Encore plus actif et volontaire dans la transmission. Elle ne se fera pas seule, elle ne se fera que par une volonté et une énergie folle. Parce qu'il faut vraiment lutter contre tout ce qu'on sait, en fait, pas seulement l'antisémitisme, mais effectivement ce monde numérique, etc. Et ça me paraît difficile de le faire de façon isolée, comme ça, soit tout seul dans sa famille. Je compte tellement sur la communauté, la synagogue. Ce sont ces lieux-là de transmission. C'est pas pour rien que le judaïsme a survécu, c'est pas pour rien qu'Ezra les a créés. La transmission se fait vraiment par la communauté. Donc, inscrire ses enfants dans les activités communautaires, les amener à la synagogue, c'est encore plus essentiel que ça ne l'a jamais été, parce que c'est ainsi que la transmission va se faire. Très bien, merci. Alors, non, pas du tout.
Oui, il y a bien sûr une transmission transgénérationnelle gigantesque par l'inconscient, et d'ailleurs pas toujours positive. Il y a aussi la transmission des traumatismes et qui est bien présente effectivement. Donc il y a ça, mais c'est vrai que par la parole, on peut expliciter cette transmission inconsciente, on peut corriger quand ça a été fait sur un mode traumatisant. Donc la parole est encore plus importante. Et c'est vrai que la parole est le lieu privilégié de la transmission, puisque en prenant conscience de l'inconscient, par la parole, on va pouvoir verbaliser, réinterpréter et réouvrir cette transmission d'une façon créative. Non pas la subir, mais la recréer. Est-ce que la transmission est-elle possible à travers l'exemplarité ? Ah ben oui, oui, elle n'est possible qu'à travers l'exemplarité. Et je pense aussi à travers l'exemplarité des maîtres. Je pense que c'est très important d'avoir des maîtres, de se trouver un maître, des professeurs, parce que quand on reçoit maintenant la transmission, c'est vrai, la plupart de la transmission vient par les informations et les désinformations et tout ce flux sans maître, parce que le maître va faire une sorte de, enfin, il va faire un choix et il va avoir son enseignement. Et puis la transmission par un maître va permettre aussi d'avoir cette exemplarité, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui va être comme un idéal. Et je pense que les jeunes générations ont beaucoup besoin de ça, de maîtres, d'idéal, de personnes auxquelles s'identifier et auxquelles qui vont donner un sens en fait à leur vie, justement par leur exemplarité. C'est pour ça qu'on ressort toutes ces figures comme Simone Veil, ces grandes figures qui nous inspirent et qui sont importantes pour inspirer les générations d'après. Je voudrais revenir sur la forêt numérique et la transmission horizontale. Et est-ce vraiment une transmission horizontale dans la mesure où les informations arrivent de toutes parts sans justement qu'on ait de repères? En quoi est-ce que c'est une transmission, tous ces réseaux numériques? Est-ce que justement, ce n'est pas le problème de la mémoire qui fait défaut et qui fait que ce n'est pas une transmission? Oui, alors c'est vrai que c'est quelque chose que l'on reçoit de façon extrêmement passive. Mais néanmoins, c'est quand même une transmission parce que je trouve que de plus en plus, nous recevons nos informations, nous recevons aussi notre savoir de plus en plus des réseaux. Nous le cherchons dans les réseaux, soit nous le cherchons, soit nous le recevons passivement, et puis complètement victime là, des algorithmes, quoi. Et les algorithmes sont en train de choisir ce que nous allons recevoir et ce qui va nous être transmettre, et décidé par les algorithmes, qui sont d'ailleurs en fonction de ce que nous avons préalablement choisi. Donc en fait, complètement horizontal, parce que c'est nos choix qui vont guider ce que nous allons transmettre en fonction de nos choix. Exactement l'inverse de la transmission verticale, qui permet de recevoir quelque chose d'autre, qui ne vient pas de nous, qui vient de nos ancêtres, qui vient d'une parole qui a été pensée, réinterprétée, et qui ne vient pas de décider de ce que nous avons déjà voulu faire, qui vient d'ailleurs. Mais néanmoins, c'est vrai que même si elle est passive, même si elle est répétitive et complètement circulaire, c'est une transmission pauvre, mais c'est ce qui nous est donné aujourd'hui. Le sujet de la transmission. La transmission, c'est un sujet très vaste. Est-ce que vous concevez que la transmission peut être partielle, parce que suivant les connaissances de chacun, bien sûr, et l'éducation qu'on a pu avoir, est-ce qu'elle est quand même, effectivement, est-ce qu'il faut performer, est-ce qu'il faut effectivement continuer et transmettre qu'à partir du moment où on a en possession, je veux dire, de toutes les sources et tous les savoirs, ou peut-on effectivement, pour vous, transmettre également partiellement des bribes
est-ce que c'est quand même effectivement un élément qui reste positif? Ben oui. Moi, je pense que c'est la différence entre les maîtres qui nous forment tout autant qu'ils nous informent et qui ont étudié, qui se sont eux-mêmes formés, et puis cette transmission que l'on peut faire aussi de parents à enfants, qui est ce que l'on a reçu, ce que l'on a compris de ce que l'on a reçu, qui est peut-être parcellaire, peut-être imparfaite, peut-être pas une transmission de spécialistes, mais qui va être très importante parce que ça va être celle qu'on va transmettre à nos enfants ou à nos amis, ce que l'on a nous-mêmes acquis. Ça vient compléter la transmission des maîtres. Bonsoir. Bonsoir. Je pense que dans le mot transmission, on accole souvent le mot moyen de transmission. Or, les moyens de transmission nous donnent des informations et non pas des connaissances. Qu'en pensez-vous? Les moyens de transmission donnent des informations. Est-ce que vous pouvez expliciter? Et peu de connaissances. Et comment vous faites une différence donc entre les informations et les connaissances? Là, vous parlez de la transmission numérique, la transmission, ce que j'appelle la transmission horizontale. Pour vous, la transmission ne vient que de la parole? Non, pas que de la parole, mais non, vient surtout de nos livres, de notre Torah, du Talmud, tout ce qui a été écrit. Bien sûr, donc l'information est fugitive. L'information est fugitive. Oui. Par rapport à la connaissance. Voilà ce qui la différencie pour moi. Mais aujourd'hui, en fait, on est vraiment saturé d'informations, et d'événements. Et en fait, le problème des événements et de ces informations que l'on a en profusion constamment, le problème, c'est pas d'avoir autant d'informations que ça, en fait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de nivellement. Et quand on n'a pas justement la formation pour faire soi-même le choix entre ce qui est important et ce qui n'est pas important, on peut croire que vraiment les soldes dans telle boutique qui nous arrivent en même temps que ce qui s'est passé comme drame en Israël, en même temps qu'une autre information politique et la dernière émission de je ne sais pas qui, tout ça vient exactement au même niveau. Et il faut arriver à distinguer en fait ce qui est important et ce qui n'est pas important. Et pour ça, il faut effectivement avoir été un peu formé. Et cette absence de nivellement est vraiment très très problématique, encore plus que la profusion de tout ce à quoi on a droit en permanence. Un petit mot, je vous parle de mon expérience. J'ai l'impression que la transmission, ce n'est pas quelque chose de rationnel. Moi, dans mon expérience, ce qui est rationnel, ce qui est objectif, c'est que ça fait des milliers d'années que les Juifs souffrent. Ils sont torturés, ils sont massacrés au moindre prétexte. Exemple, les croisades, etc. Donc, objectivement, quelqu'un qui est intelligent, il réfléchit, il dit, mais à quoi bon transmettre, hein? Qu'est-ce que c'est pour que mes enfants se fassent assassiner? Je pense qu'il y a une force supérieure qui nous pousse à transmettre et à être ce que nous sommes pour l'éternité. Voilà. Je pense que c'est irrationnel. Je tenais à rebondir sur la question sur la transmission partielle. Alors ça m'a rappelé quelque chose. J'ai eu la chance d'être dans une école juive, mais qui ne faisait pas du tout partie du courant auquel moi je fais partie, dans lequel j'ai été éduqué, qui est le courant Chabad. Et dans le courant Chabad, ce qu'on nous apprend justement, dès le plus jeune âge, c'est que notre raison d'être, c'est effectivement de transmettre et de partager avec les autres. Et j'étais dans une école où on disait, non, en fait, si tu as le savoir, protège-le, garde-le dans ton cercle, et c'est seulement lorsque tu sauras tout que peut-être que tu te lanceras. Alors c'était intéressant, et comme j'étais un petit peu chutzpan, c'est-à-dire un petit peu arrogant quand j'étais petit, le professeur nous a dit, vous savez, c'est comme quelqu'un qui étudie la Torah, c'est comme une bouteille, et autour de lui, il y a plein de petits verres,
Et voilà que la bouteille va se remplir, à un moment elle va déborder, ça va remplir les autres petits verres. Continuez à étudier et les autres en profiteront. Alors j'ai levé la main, je lui ai dit, je crois que vous êtes complètement à côté. J'osais dire ça au prof. Il me dit pourquoi? Je lui ai dit parce qu'en fait la bouteille elle est infinie. Donc elle ne se remplira jamais. Effectivement, la Torah nous dit, c'est dans Job, Aruka meretz mida ou chava mineyam. La Torah est bien plus grande que les océans. Donc apprendre, ça sera l'infini. Je ne saurai jamais tout, et plus je sais, moins j'ai l'impression de connaître. Et donc, je ne peux pas attendre de tout savoir pour aller transmettre. Et effectivement, puisque vous l'avez si bien dit, nous sommes dans l'urgence, on ne va pas attendre de tout savoir, ni même de savoir partiellement, pour transmettre ce qu'on sait déjà. Et à une période aussi critique que celle de Ezra, en effet, lorsque, dans les années 20, le régime communiste a interdit la transmission en Russie, alors, à l'époque, Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch disait à ses disciples, « Écoutez, vous n'avez pas besoin de tout savoir pour transmettre. Quand bien même ne connaîtriez-vous qu'une ou deux lettres de l'alphabet, alors qu'il y a 22 lettres, tu connais le Aleph, enseigne le Aleph. Quand tu connaîtras le Bet, commence à transmettre le Bet. Mais au moins, quelque chose passera. Au moins, toi, tu es en mouvement, et à partir de ce moment-là, souvent, c'est parce qu'on est obligé, je l'entends très souvent de parents ou de grands-parents, c'est parce qu'on est obligé, on se sent responsable de transmettre qu'on commence nous-mêmes à apprendre. Je voulais rebondir sur quelque chose dont vous avez parlé très brièvement avant, et sur une très belle phrase de Albert Cohen dans Solal, « Être juif est un malheur et il ne faut pas renoncer à ce malheur ». Et donc, bon, je sais qu'on va me dire que j'ai posé une question d'Ashkénaze, mais vous avez parlé uniquement de la transmission de la joie, des traditions, mais que pensez-vous de la transmission de la tristesse et des souvenirs douloureux? Oui. Alors ça, c'est effectivement la transmission de la mémoire, de la mémoire collective et individuelle de ce qui nous est arrivé en tant que peuple juif, en tant que juif, et qui est très présent dans le monde ashkénaze, dans la transmission de la souffrance. Et cette transmission de la mémoire, elle est essentielle, et elle est aussi beaucoup remise en question aujourd'hui par, malheureusement, par la société, l'éducation nationale, qui est en train de plus en plus de réduire à néant cette transmission de la Shoah. Et c'est essentiel de la transmettre, même si c'est douloureux, même si c'est une souffrance. Il faut arriver à transmettre ce qui s'est passé, effectivement, pour que cela ne se reproduise plus. Mais quand on ne transmet que la souffrance, alors cela ne va pas déboucher sur une transmission éternelle. Il faut qu'elle s'accompagne d'un rituel peut-être, et puis d'une forme de tikkun olam, de réparation de cette souffrance à travers une transmission positive. C'est le sens de cette réparation du monde qu'on voudrait faire à partir de toute cette transmission de la souffrance, effectivement. Bonsoir madame. J'ai une petite question, je voudrais me faire un petit peu dans ce lieu qu'est la synagogue, ma synagogue, un peu le poil à gratter. Vous nous avez parlé de transmission du livre, du Talmud. Est-ce qu'en tant que juif, je ne peux rien transmettre si je ne lis pas le livre, si je ne connais pas le Talmud? En fait, pour résumer, qu'est-ce qu'un juif? Bon, alors, moi, je pense que c'est vrai qu'on a un trésor. Notre Torah, c'est notre trésor. C'est au centre du judaïsme. Et c'est dommage, quand on a un trésor, de passer à côté. Mais le judaïsme, qui est vraiment une culture de la transmission, a réfléchi à votre question, en fait, et a organisé aussi la vie juive autour de la Torah, mais pas seulement la Torah, puisqu'il y a les rituels, puisqu'il y a les fêtes, puisqu'il y a la cacheroute,
Il y a toute une organisation du temps et de l'espace à travers la transmission pour qui voudrait transmettre sans être un grand érudit de la Torah et sans passer ses jours et ses nuits à étudier le Talmud, puisque le judaïsme a conçu cette culture, cette façon d'être ensemble, de se réunir autour du rituel, qui assure aussi la transmission. Donc, avec les deux, chacun faisant un peu pas son choix, mais en fait sa vie telle qu'il la conçoit, il y a moyen de transmettre sans effectivement passer son temps à étudier, même si, à mon avis, l'étude est véritablement au cœur du juif et dans le cœur de tout juif. Monsieur le pasteur. Il y a un paradoxe. Hein. Aujourd'hui, nous n'avons jamais eu tant de moyens de communication et de transmission, je crois, avec tous ces moyens techniques. Voilà. Et en même temps, nous peinons à savoir, mais qu'est-ce que nous voulons finalement transmettre? On a tous les moyens, mais on ne sait pas trop quoi il faut transmettre. Oui, on dit valeur, voilà. Mais quelle valeur finalement? Mais on a plein de moyens. Il y a un grand paradoxe, presque une contradiction. Et une petite expérience dimanche après-midi. Nous étions accueillis avec les jeunes collégiens du temple en face. Nous sommes voisins, je suis pasteur de là-bas. Et nous sommes accueillis par Élie, ici. On était avec les parents. Et à ma grande surprise, Élie nous a tenus pendant 2 heures avec une parole, sans moyens techniques, sans ordinateur, sans écran, sans portable, sans rien du tout. Il y avait une parole adressée, reçue, et je me suis dit, voilà, quand il y a transmission, il y a rencontre finalement, face à face, une parole physique presque. Il y a un côté physique dans la transmission. Et pour éviter que la transmission devienne verticale dans le sens OK, il n'y a que à te soumettre à ce que tu dois recevoir, je crois que toute transmission, quand elle ne libère pas, quand la transmission n'ouvre pas finalement, quand la transmission ne te met pas dans la réponse, mais plutôt t'apprend à questionner, finalement, si toute transmission est traversée par une espérance, mais voilà, la transmission a un avenir. Et j'y crois fortement. Et dimanche dernier, merci à la communauté juive, on a eu cette expérience, cette très belle expérience. Alors je dois dire que le public protestant est un très bon public. Ils étaient beaucoup plus calmes que pendant mon sermon de Shabbat. Ce que j'ai envie de dire, c'est tout simplement qu'il y a un facteur important aussi. C'est que transmission, pour qu'il y ait transmission, il faut que ça rime avec passion. Si la personne qui transmet n'est pas passionnée, alors vous allez dire, oui, alors ok, c'est une transmission. Quand on parle de transmission, on ne parle pas d'enseignement. C'est-à-dire qu'effectivement, un enseignant à l'université va prendre un certain recul par rapport au savoir et aux données avec lesquelles il va former ses élèves. Lorsque vous transmettez, lorsque vous êtes parent, lorsque vous êtes rabbin, lorsque vous êtes pasteur, lorsque vous transmettez ou vous êtes passionné, vous ne pouvez pas transmettre. Bonsoir. Est-ce que l'on peut dire que la transmission n'est possible que si on accepte la mémoire, quelle qu'elle soit? Oui, je crois qu'on peut vraiment dire ça. Et c'est vrai, ça rejoint la question du pasteur. Que transmettre en fait? Et c'est notre mémoire. Alors notre mémoire collective, notre culture,
je veux dire, quelle qu'elle soit, nos livres, par exemple la culture française, je vous ai lu Racine. Bien sûr, on transmet tout cet héritage parce que c'est un héritage qui s'est construit pendant des années et des années par beaucoup d'hommes, beaucoup d'intelligences qui se sont nourris les unes les autres et qui se répondent les unes et les autres de siècle en siècle. Donc on transmet effectivement la mémoire. Sinon, sinon ça va être creux, ça va être vide, on va rien avoir à dire, rien avoir à transmettre et justement pas de questions à poser. Et effectivement, si on veut transmettre dans la question, c'est-à-dire dans l'ouverture et dans la liberté de penser, cette liberté de penser ne peut survenir que par rapport à une pensée, donc par rapport à une tradition, par rapport à une mémoire et par rapport à une culture. Comment transmettre à quelqu'un qui ne veut pas recevoir? Ouais, ça, c'est vraiment la question de la Haggadah du méchant, ou alors ça se situe, celui qui ne veut pas recevoir, entre celui qui ne veut pas poser des questions et celui qui ne veut pas du tout. Et là, en fait, la réponse juive, c'est tu lui raconteras une histoire. En fait, quand on raconte une histoire, même ceux qui ne veulent pas recevoir, il y a une sorte d'envoûtement de l'histoire. Et quand on raconte une histoire passionnante et la façon dont on va la raconter, malgré soi, c'est comme une musique. Vous voyez, en fait, quand il y a une très belle musique, même quand on ne veut pas entendre, on est séduit par la musique et malgré soi, on la reçoit parce qu'elle est très belle. Donc voilà, c'est par l'art, par la beauté, par le fait de raconter des histoires et des belles histoires qu'on va arriver, donc par cette forme de séduction, à entraîner celui qui ne veut pas recevoir un peu malgré lui dans le sillage petit à petit, voilà, par la douceur et pas du tout en inculquant et en forçant, quoique à un certain âge, je pense qu'il faut un petit peu quand même forcer les enfants et pas les laisser libres à faire n'importe quoi. Il faut un petit peu forcer quand même, un petit peu tirer par la main, prendre la main, et puis un petit peu plaire pour instruire. Voilà, on va terminer par ces jolis mots. Merci beaucoup, Madame Abékassis. Merci de m'avoir invitée. Merci à vous. Pour votre belle histoire, en tout cas, qui ne peut s'arrêter d'être contée. Et au nom de toute la communauté, je tiens à vous remercier par ce petit présent. C'est très gentil. Voilà, et à très vite, j'espère.